Bienvenue à toutes et à tous sur Horrat, l'émission féministe de M24. Une émission où l'on parle de la condition des femmes au Maroc, d'émancipation et de liberté. Aujourd'hui, nous allons parler des droits humains en général, celui des femmes en particulier, et de la nécessité de l'application de la parité. Pour parler de ces sujets, je reçois Monsieur El Habib Belkouch. Monsieur Habib Belkouch, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Horrat. Merci à vous pour l'invitation, c'est un plaisir. Merci encore une fois. Alors, Monsieur Habib Belkouch, vous êtes aujourd'hui président du Centre d'études en droits humains et démocratie. Vous êtes également consultant dans ce domaine auprès de diverses institutions nationales et internationales. Vous êtes également coprésident du collectif Parité Maintenant, Mouna Safa Daba. Tout à fait. Vous avez un DEA en philosophie. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez me dire... quel est ce parcours, pourquoi le choix de ce parcours en fait? Le choix, à vrai dire, c'est un parcours de vie, si je peux m'exprimer ainsi. C'est une formation culturelle d'abord, donc depuis le lycée, l'ouverture sur la littérature de la Renaissance en Europe, de ce qu'on a appelé la Renaissance arabe, les grands écrivains du 19e, 20e siècle, Taha Hussein, Ali Abd al-Razq, etc. Et ça a donné une base au niveau culturel qui s'est poursuivie au niveau universitaire, donc au sein d'un département de philosophie. Mais aussi, c'est venu parce que j'ai vécu dans ma chair les conséquences des atteintes aux droits de l'homme, donc dans ma jeunesse, où j'étais arrêté, j'ai fait de la prison, etc. Donc défendre les droits de l'homme, c'était cette combinaison, si on peut dire, entre une conviction intellectuelle, culturelle, mais aussi un vécu qui mérite mobilisation pour que les choses ne se répètent pas pour les générations futures. D'accord, donc vous l'avez vécu dans votre chair, vous avez connu ce qu'on appelle la privation de liberté, vous avez été au bout de vos convictions. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, vous êtes toujours le défenseur des droits de l'homme et votre centre d'études en droits humains et démocratie que vous présidez, quelles sont les actions qu'il crée, qu'il organise? Qu'est-ce que ce centre en fait? Alors ce centre, c'est une nouvelle génération des organisations non gouvernementales des droits de l'homme. Donc dans les milieux des années 2000, donc, on s'est dit qu'après tous ces chantiers ouverts au Maroc, la réforme de la Moudouana, l'instance équité et réconciliation, le projet de développement, donc ouvrir des perspectives nouvelles, la reconnaissance de la culture amazigh, tous ces chantiers méritaient un accompagnement autre que les dénonciations et les communiqués pour le faire. Donc il fallait là, probablement, ça s'est confirmé avec le temps, il fallait une autre manière de se proposer en apport d'accompagnement, d'évaluation des politiques publiques et force de proposition aussi. Donc là, comment mettre en œuvre ça et pas seulement réclamer la mise en œuvre. Donc le centre, il est là pour apporter sa contribution à travers la formation d'abord, donc le renforcement de capacités du personnel chargé de l'application de la loi. Donc, dans nos séminaires, on trouve des responsables des forces de sécurité, des magistrats, des avocats. Et donc, toutes ces publications leur sont destinées, tous ces ouvrages que vous faites, vous en avez publié combien jusqu'à maintenant? On est maintenant à presque 45 publications. Depuis les années 2000? Depuis les années 2000. Donc, les publications, c'est des études sur des situations, on va en parler. Il y a aussi des guides pour des personnels chargés de l'application de la loi, par exemple un guide pour les médecins dans les prisons, comment ils doivent œuvrer pour la prévention de la torture dans ces lieux de privation de liberté, des études sur des textes juridiques, et puis des mémorandums qu'on présente aux autorités lors des grandes consultations, comme lors de la réforme constitutionnelle, le débat sur la société civile, le débat sur l'audiovisuel, etc. Donc on est là une force de proposition qui contribue à ces dynamiques et on est content parce que des fois,
on est arrivé à inscrire certaines de nos revendications, de nos propositions dans des textes de loi et notamment dans la Constitution marocaine. C'est très bien, donc vous œuvrez pour la dignité des personnes, des individus jusqu'au bout, même lorsqu'elles sont privées de liberté. Tout à fait. Donc pour nous, le côté humain de la personne est toujours là. Donc quel que soit le lieu où il est, on a droit à un respect de sa dignité et à garantir des droits. Je crois que là, la Constitution de 2011 était plus engagée en la matière et nous en sommes fiers parce que à partir de là, les réformes au niveau des textes de loi qui sont en cours ou qui sont en chantier doivent s'accommoder ou s'harmoniser avec l'essence même et l'esprit de la Constitution marocaine. On reviendra sur la Constitution, notamment pour parler de parité, mais là, je reviens sur votre actualité. Vous avez publié votre dernier guide, en fait, votre dernière étude. C'est une étude qui tourne autour de la situation des prisons au Maroc. Donc, vous avez fait une étude entre 2014 et 2020. Et moi, ma question, parce qu'on est quand même dans une émission qui s'appelle Horat et qui est destinée, on va dire, à un public féminin, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous avez un chiffre sur la population féminine qui est incarcérée aujourd'hui et quelles sont les raisons qui font que des femmes se retrouvent en prison? Alors, à ce niveau... c'est pas le but. Là, non, c'est bien de remarquer que les gens en carcération, c'est principalement des hommes. Donc il n'y a pas la parité là-bas non plus. Donc là, la parité, il n'y en a pas. Je vous donne un chiffre d'actualité. C'est sur presque 89 000 détenus actuellement en prison. Dans tout le Maroc? Dans tout le Maroc, il y a 2000 femmes. Ah ouais, donc on est vraiment à... Donc là, le côté parité... on y est loin, mais on ne veut pas la parité là. C'est bon. Là, c'est donc une situation à part. Donc, tout un effort qui a été fait aussi pour assurer un cadre de dignité pour ces femmes-là. Donc, parce que la plupart, elles sont jeunes. Donc, si on prend les pourcentages de ces femmes, c'est le tiers à peu près, c'est entre 20 et 30 ans. Et pourquoi? Alors, quelles sont les raisons qui les mènent en prison en général? Enfin, je veux dire, en général, c'est la plupart, disons le gros paquet des femmes, près de 25% de femmes sont poursuivies dans des affaires de terrorisme. D'accord. Donc, et puis viennent après d'autres questions comme des crimes financiers ou autres. Donc, mais là, c'est les deux pôles, mais principalement en premier. C'est les femmes qui ont été engagées dans ces... c'est la preuve de l'égalité aussi entre hommes et femmes. Voilà. Malheureusement. Mais dans les prisons aussi, donc, il y a un effort pour que les espaces changent. Il y a aussi les femmes qui sont accompagnées par leurs enfants. Donc, il fallait aussi préparer des crèches, etc. Je crois que dans l'évaluation qu'on a faite, il y a de grands efforts qui ont été fournis en la matière. Oui. Alors, vous dites qu'il y a quand même une surpopulation. Tout à fait. De cette population, enfin, une surpopulation dans les prisons. Souvent, il y a quand même des délits qui sont mineurs. Est-ce qu'on ne peut pas envisager d'autres sanctions? Est-ce que dans votre étude, est-ce qu'il y a un plaidoyer, des recommandations qui vont dans ce sens-là? Et je pense notamment au code pénal qui, souvent, liberticide dans certains de ses articles. On ne peut pas mettre en même temps quelqu'un qui est jugé pour terrorisme avec quelqu'un qui a enfreint la loi 490, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous préconisez dans ce sens-là? Alors, nous, à vrai dire, ce qu'on préconise, c'est de revoir la philosophie qui encadre aussi la politique pénale marocaine. On n'est pas là seulement dans une dynamique de répression, de crimes ou autres, bien que chaque crime doit avoir les conséquences en matière pénale, mais on doit penser plus loin, parce que là, je reviens aussi à la Constitution, que là, on parle aussi de réinsertion des gens. Donc, ce n'est pas seulement avoir 89 000 personnes dans les prisons et qu'est-ce qu'on va en faire après, à leur sortie. Donc, il faut tout un travail, que ce soit pour assurer leur dignité, mais aussi pour les préparer à réintégrer la société, soit au niveau de la formation,
des études, de la formation professionnelle. Même pour les terroristes, il y a des programmes actuellement de réinsertion, de révision au niveau culturel, et ça a donné de bons résultats. L'expérience marocaine est considérée comme parmi les bonnes pratiques au niveau international dans ce domaine. Donc nous demandons d'abord la révision de cette philosophie qui encadre la politique pénale du pays, et puis revoir les textes. Donc là, sûrement, on ne va pas... Il y a le 490, mais on ne va pas prendre quelqu'un qui a tué avec quelqu'un qui a volé ou quelqu'un qui a juste eu des relations sexuelles hors mariage, par exemple. Hors mariage minime, ou qui a pris une bière ou autre. Donc c'est vraiment inégal au niveau des sentences, parce que mettre quelqu'un rien qu'en détention préventive, ça peut détruire toute sa vie. Il peut être séparé de son travail, ça peut avoir des conséquences sur sa famille, etc. Donc, ce qu'on propose avec d'autres aussi, et c'est ce qui se fait au niveau international, c'est les peines alternatives. Donc, un travail de société, tu travailles dans un jardin, ou tu prépares dans un cadre où tu peux apporter quelque chose à la société. Voilà. Est-ce qu'il y a une écoute alors par rapport aux personnes avec qui vous faites ce genre de travail? Je pense, vous avez parlé des médecins, mais aussi dans les commissariats, les juges, enfin tout cet univers-là la sphère en fait carcérale. Est-ce qu'il y a une écoute? Est-ce qu'il y a une forme d'acceptation? Est-ce que les gens sont prêts, vous pensez, à un changement de mentalité, qu'on sorte de ce système répressif, entre guillemets, même si on n'est plus dans la répression, mais disons la sanction qui est pure et dure versus une sanction qui est une sanction avec un message, avec du sens, qui respecte la dignité de la personne? Ben ça, il y a l'écoute, à vrai dire. Donc, moi, j'ai travaillé sur ce chantier plus de 20 ans maintenant. Les premiers séminaires, ça ne passait pas. Parce qu'il y a certains groupes socioprofessionnels qui se considèrent comme savants. Donc, leur dire qu'on va faire une formation, c'était dans le temps difficile. Mais l'approche, la manière pédagogique de le faire, les dynamiques dans lesquelles on les insère, notamment en faisant venir d'autres profils de pays différents, du Nord, du Sud, et qui sont impliqués dans ce genre de dynamique. Donc ça a permis d'avancer. Et là, je crois qu'on a pu quand même faire de grands pas depuis les recommandations de l'IER, notamment sur la question de la gouvernance en matière de sécurité, sujet sur lequel on a beaucoup travaillé depuis plus de 15 ans maintenant. Je crois que les dynamiques sont là, la participation de ces groupes, elle est là, et positivement, elle est même une participation active, c'est-à-dire que les gens ne sont pas là pour consommer quelque chose, mais aussi pour apporter d'autres regards, un autre angle de travail sur les questions de renforcement de capacités. Et vous avez toute une littérature qu'on a publiée depuis, donc je crois qu'on est dans une dynamique positive. Il y a eu l'écoute, il y a une volonté d'aller de l'avant, mais ça reste quand même difficile, parce que changer les mentalités et la culture, c'est le plus difficile. C'est la bataille stratégique pour la consolidation de l'état de droit. Absolument. Et donc, les lois doivent-elles précéder les mentalités? Et je fais référence à ce code pénal, justement, qui pourrait un petit peu soulager ces prisons. Disons, il faut faire les deux, à vrai dire. En même temps, en parallèle. Parce que ce code pénal, le code de procédure pénale, ça fait des années qu'on entend qu'il est prêt. Et chaque gouvernement qui arrive, il le retire du Parlement pour apporter sa touche, notamment aussi pour ce gouvernement, l'actuel gouvernement. Donc on espère qu'il soit restitué là où il le faut pour son adoption au niveau du Parlement marocain. Donc le processus d'adoption de ces réformes prend du temps. Il faut être toujours en veille, alerté, mais il faut toujours susciter aussi le débat sur la situation actuelle pour que les décideurs puissent prendre les décisions adéquates en la matière. Très bien. Donc, vous
Vous êtes aussi coprésident du mouvement, enfin du collectif Mouna Safa Daba, Parité Maintenant. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre ce mouvement? Est-ce que vous êtes féministe? Oui, c'est-à-dire, si on est dans le domaine des droits de l'homme, on doit être féministe. Alors pour vous, c'est quoi être féministe? Parce que beaucoup de gens se trompent. Pour moi, d'abord, c'est un engagement pour une cause, une grande cause, à vrai dire. D'abord, ça fait partie de l'ensemble des normes internationales qui ont été adoptées, développées, ratifiées par le Maroc. Donc là, c'est un engagement de la communauté internationale. Les conséquences qu'a le fait de marginaliser les femmes sur le développement économique, sur l'apport politique aussi dans la société, c'est visible partout. Donc, qui n'est pas très démocratique. Qui n'est pas du tout démocratique et qui est... on peut, quel que soit le bord des gens, moi je dirais que ce n'est pas l'apanage de la droite ou de la gauche, ce n'est pas une cause qui intéresse seulement un côté plus qu'un autre, bien que le discours change, mais dans les faits, on est devant la même réalité. La cause de la femme a évolué, par exemple, au niveau politique, grâce aux mesures de discrimination positive. Oui. Et là, Sa Majesté a joué un rôle important en la matière. Le code de la famille, il a été adopté suite à une lutte, à tout un débat de société qui était très fort. Mais les politiques ne font rien. Les partis politiques, la médiation, ils sont un peu frileux. Ils sont un peu frileux devant ces questions-là parce que le volet politique, calcul politique est plus important. Plus important. Donc, on a peur de perdre un électorat ou une place déterminée. Je crois que la société marocaine, tout le développement politique qu'a connu le Maroc, notamment avec le roi Mohamed VI, nécessite une volonté plus forte de la part des acteurs politiques pour faire avancer cette cause. Alors justement, la Constitution, en 2011, a inscrit la parité, l'égalité dans son article 19. Aujourd'hui, ça reste un vœu pieux, ce n'est pas encore appliqué, d'où d'ailleurs ce collectif qui essaye d'œuvrer pour mettre en place, pour mettre en œuvre cette parité de façon effective. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'homme, vous avez rejoint, donc quelle est votre position là-dessus? Ma position, c'est qu'il faut toujours. Est-ce que vous êtes l'homme de, comment on dit, alors on parle souvent de femme de service ou l'homme, c'est-à-dire, comment expliquer ça? J'ai oublié le mot. C'est pas grave, Hatim, je reprends. Vous êtes, comment on dit ah oui, voilà. Vous êtes une sorte d'homme alibi dans ce collectif? Je ne crois pas, parce que, comme je l'ai dit, la question de la parité, c'est une question qui concerne l'homme et la femme. Donc, qu'elle soit portée seulement par des femmes, c'est déjà amoindri au niveau de la dynamique sociale nécessaire pour faire avancer cette cause. Et mon engagement, ça fait partie de tout un parcours, même politique. J'avais écrit plusieurs fois pour défendre les quotas, pour renforcer la quantité de femmes dans les instances politiques, etc. Donc, chaque fois où j'étais en différend avec mes amis, soit dans le volet politique ou le volet droits de l'homme, je sortais pour écrire mon point de vue, le défendre, parce que c'est une question primordiale pour l'avancée de la société. Et je crois que là, cet engagement vient de là. Il faut mettre en œuvre les dispositions, comme vous venez de le dire. Malheureusement, depuis plus de 10 ans maintenant, et avec les différentes couleurs politiques qui sont passées par les différents gouvernements, la mise en œuvre de cet article n'est pas là. Donc, de là, cette dynamique à laquelle j'ai participé depuis le début. Donc, demandons une loi cadre pour la parité, afin de mettre déjà les grandes lignes où doit aller la législation, que ce soit pris en considération par l'exécutif, par le législatif, et puis créer cette instance de la parité, qui est aussi... Absolument, qui est une coquille vide pour le moment. Une coquille vide. Il y a le texte de loi qui a été adopté il y a quelques années,
Mais l'institution n'est pas là. Mais la PAL donc, devrait être une sorte de haka. Il faudrait qu'elle ait une sorte d'indépendance pour pouvoir jouer son rôle pleinement et entièrement. Parce que je suppose que cette haute autorité devrait ensuite vérifier si cette parité est justement bien appliquée, bien mise en œuvre dans tous les domaines, pas seulement politique. Tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire, au niveau de là où on l'a mise, je crois que ça nécessite une révision. Mais qu'on la crée aussi, si possible, le plus vite possible, et puis qu'on réforme le texte de loi pour la doter d'un statut comme les autres instances de gouvernance qui sont indiquées dans la Constitution, et où il y a la possibilité, donc au niveau de disposition de la Constitution elle-même, elle peut avoir ce statut-là, si la volonté politique accompagne. Alors, le Code de la famille aujourd'hui a plus de 18 ans. D'ailleurs, il est antérieur à cette nouvelle constitution. Et beaucoup de femmes, beaucoup de militantes plaident pour sa réforme, des hommes aussi d'ailleurs. Pour vous, quels sont les articles qui devraient être amendés, changés, complètement revus pour une parfaite égalité ou disons, pour aller encore davantage dans l'égalité entre les hommes et les femmes? Il faut le revisiter parce que les temps changent, les situations des femmes changent et les problèmes qu'on avait oubliés lors de la discussion apparaissent de plus en plus et de là nécessitent une réponse. On ne peut pas rester devant un texte de loi parce que c'est un texte de loi qu'on va lui donner presque un statut sacré. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, le mariage, il n'est pas sacré du tout. Mais les gens croyaient que c'est un texte sacré. C'est une lecture qui a donné un texte après l'indépendance. Ça a été révisé plusieurs fois. Donc, les dynamiques, on a déjà une expérience. Donc, on a les atouts pour aller de l'avant dans cette réforme. Il y a beaucoup de problèmes qui sont restés là, notamment le mariage des mineurs, sur la question de la femme après le divorce, les droits des femmes après les divorces, etc. Et tout cela nécessite un dépoussiérage. Oui, un grand dépoussiérage pour faire avancer cette cause. Je crois que l'esprit de la réforme entamée au début des années 2000 doit guider aussi cette réflexion. Et la philosophie aussi qui doit changer. Bien sûr. Vous qui êtes philosophe, enfin, oui, vous avez fait un DEA de philosophie. Non, tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord. Il le faut et je crois que le cadre politique général est mieux qu'avant. Il est prêt. On a déjà eu cette manière de faire lors de l'adoption du Code de la famille où il y avait tous les courants politiques dans le débat, les manifestations de rue dans toutes les régions du pays, des propositions et contre-propositions, une commission pour réviser, et puis l'apport de Sa Majesté en la matière, et puis c'est revenu au Parlement pour qu'il soit adopté par les élus. Absolument. Donc au niveau de la conception et la dynamique politique, c'est vraiment un document qui peut être cité comme bonne pratique dans la révision elle-même actuelle. Absolument. Alors, on va revenir maintenant sur un plan plus personnel. Vous m'avez dit que vous étiez un homme féministe, un homme respectueux des droits humains. Ouais. Qu'en est-il de l'époux, donc avec votre épouse, avec vos enfants? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes un homme... Comment est Habib dans sa vie privée? Habib Belkouch, dans sa vie privée, est l'ami des membres de sa famille, comme avec tout le monde. Donc, avec un plus, c'est que j'ai une femme qui était aussi engagée politiquement, qui a mené tout un combat pour la question des femmes, notamment dans le domaine politique. Des enfants aussi qui ont pris leur parcours. Moi, je ne suis pas le genre d'homme qui impose des choix. Vous écoutez? J'écoute, je discute, je débat et je laisse prendre parce qu'il faut que chacun assume sa responsabilité dans la vie. Et heureusement, mes enfants ont pris le bon chemin, donc qui a permis qu'ils réussissent dans leur parcours de vie. Donc votre fille comme votre garçon? Oui, les deux. Vous n'avez pas fait de différence en matière d'éducation, en matière d'interdit, d'autorisation entre les deux?
Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas le genre d'autorisation, à vrai dire, mais c'est aussi, disons, un apprentissage peut-être dans le silence. C'est-à-dire, eux aussi, ils apprennent des bonnes pratiques de leurs parents. Et vous donnez l'exemple de la lecture, au niveau de l'ouverture d'esprit, le sens critique, l'initiative, et puis le sens de responsabilité au niveau personnel. Donc tout cela les a aidés aussi à faire ce parcours d'une manière dont je suis fier, tout simplement. Eh bien, vous avez bien raison et on leur souhaite plein de bonnes choses et de succès dans leur vie. Merci. Alors, ma dernière question, on est dans l'émission Horat et en général, je conclue un petit peu comme ça. Donc, qu'est-ce que pour vous la liberté, Habib Belkouch, vous qui aviez été justement privé de cette liberté, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la définition de la liberté? C'est un peu difficile. ça nécessite je sais, un cours philosophique, si absolument. on peut dire. Mais je dirais que c'est la capacité de trouver un cadre d'épanouissement où les gens s'expriment tout simplement, donc dans les divers niveaux, et se sentent responsables de leurs choix, sans la tutelle des uns ou des autres, ni des idéologies, ni d'autres choses. Donc, la liberté, pour moi, c'est cet épanouissement et cet engagement dans la vie, tout simplement. C'est avoir le choix, être responsable. Oui. Et trouver la capacité de s'épanouir dans son travail, dans l'amour, dans sa relation avec les autres. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus quand vous étiez privé de liberté? C'était tout ça. La liberté. Donc, la liberté, elle me manquait. Donc. Et puis après, ça a continué. J'étais libéré, mais j'étais privé de passeport jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc ça aussi, ça a été... une forme de restriction. Une restriction totale. Donc, et aujourd'hui alors, ça va mieux? Vous vous sentez plus libre? Je me sens plus libre d'exprimer ce que je crois. Ça, c'est un atout que j'ai acquis dans ce parcours. Donc mon point de vue, je l'exprime, quelles que soient les circonstances et quel que soit le cadre dans lequel je suis. Et ça, c'est un grand acquis de ce combat qui continue encore pour la liberté. Monsieur Habib Belkouch, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Horat. C'est un plaisir d'échanger. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir pour d'autres études, d'autres publications. Ça sera toujours une bonne chose pour moi. Je vous félicite pour ce programme qui donne la voix, qui est consacré au Horat, mais qui ouvre la voie à des hommes aussi on est dans cette dynamique. Toutes et tous concernés par ce sujet. Alors, je rappelle que vous êtes président du Centre d'études en droits humains et démocratie, consultant dans le même domaine auprès de plusieurs instances, à la fois nationales et internationales, et vous êtes également coprésident de Mouna Daba, de La Parité Maintenant. Merci. Merci encore. Merci à vous. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la voir ou la revoir en nous suivant sur nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique et un nouvel invité. Bonne continuation des programmes sur M24.